Alors, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Je ne dirais pas qu'il est plus facile d'introduire que de conclure, mais la journée était dense et donc j'ai essayé d'adapter quelques messages que j'avais l'intention de faire passer à ce que j'ai entendu, puisque je crois qu'un des objectifs d'une journée de ce type, c'est bien évidemment d'entendre non seulement ceux qui ont présenté le travail sur Agreement Terra, mais aussi d'entendre vos réactions et puis de comprendre et de faire évoluer mon propos en fonction de ce qui s'est dit. Alors pour commencer, sur le sens de la prospective, je souhaiterais citer Edgar Pisani, qui a disparu cette semaine et qui a été un grand ministre de l'Agriculture, qui s'est d'ailleurs intéressé aux questions de recherche. Et donc il a eu l'occasion de dire « Qui pensera au lointain futur si la politique, comme un guetteur dans la nuit et comme un visionnaire, ne propose pas un avenir et n'y prépare pas l'espèce et la nation pour qu'elles demeurent maîtresses de leur destin ». Je crois que tout l'enjeu de la prospective est bien de contribuer à cette fonction de guet que pointe Edgar Pisani, d'éclairer les citoyens, d'éclairer les sociétés, d'éclairer les politiques publiques et puis, dans son jargon de l'époque, d'éclairer les nations, en leur donnant à voir tous les futurs possibles dans toute leur complexité. Et je crois qu'on a eu plusieurs futurs qui nous ont été décrits aujourd'hui et qui avaient quelques éléments de complexité dans les systèmes que nous avons considérés. Alors, comme Michel l'a dit ce matin, ce travail de prospective qu'on vous a présenté à une échelle certes mondiale, mais parfois désagrégée à des niveaux régionaux, fait suite à un précédent travail qu'on avait fait qui s'appelait Agrimonde. Et je crois que pour les deux institutions qui l'ont conduit, le CIRAD et l'INRA, et pour ceux qui nous ont accompagnés, et je tiens à parler ici des différents comités, des groupes de travail qui nous ont accompagnés, cette prospective, elle a constitué une triple opportunité. Alors, l'opportunité pour le CIRAD et l'INRA de continuer une coopération, une collaboration sur une question cruciale qui est celle de la sécurité alimentaire mondiale, comprise bien comme sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le sujet fait toujours débat, mais je crois qu'il est important d'avoir ces deux éléments-là bien liés l'un à l'autre. Et de continuer notre collaboration sur la manière dont notre planète globalement et différentes régions du monde pourront faire face aux objectifs conjoints d'une alimentation qui soit suffisante, saine, partagée, accessible à tous, et puis d'une agriculture qui soit productive et soucieuse des enjeux environnementaux, tant globaux que locaux. Alors j'ai bien entendu tout à l'heure que tel ou tel pouvait nous dire qu'il fallait y joindre l'agriculture de l'alimentation ou de la nutrition. Je vous dis juste que notre ambition était bien de les lier, parce que nous considérons que si nous ne les lions pas, et je crois que la prospective qui a été montrée ce matin l'a avéré, alors nous courons le risque de nous tromper collectivement de façon massive. La deuxième opportunité, c'était de se saisir plus complètement des différentes dimensions de la sécurité alimentaire, et ça prolonge ce que je viens de dire, en combinant des aspects donc nutritionnels qui avaient déjà été évoqués dans Agrimonde, des aspects agricoles qui étaient le cœur d'Agrimonde, et puis des aspects environnementaux en allant un peu plus loin que ce qui avait été fait, sans pour autant aller aussi loin que sans doute on pourrait le souhaiter. Et puis en considérant différentes échelles ou niveaux, alors le global certainement, le régional pour partie, et dans une beaucoup moindre mesure le local. Et puis l'opportunité enfin, alors vous ne l'avez pas vu aujourd'hui, mais d'alimenter nos réflexions et nos travaux qui sont engagés par ailleurs dans un programme qui a fait l'objet de travaux les 2 derniers jours, hier et avant-hier, qui est un programme INRA-CIRAD, un grand programme interdisciplinaire, qui s'appelle Glo Foods pour Towards Global Food Security, et dont je tiens juste à dire que dans ce programme-là, il contient 26 projets. Donc ce que vous avez vu aujourd'hui, ça n'est certainement pas la totalité de ce que l'CIRAD et l'INRA font sur la question de la sécurité alimentaire. Ça n'est que ce que nous faisons au titre de la prospective particulière qui vous a été présentée. Il y a par ailleurs donc un portefeuille de projets sur ces questions de sécurité alimentaire, de projets de recherche, qui ont fait l'objet de travaux ces 2 derniers jours, donc hier et avant-hier, dans un périmètre un peu différent. Alors, quelques particularités de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui par rapport à ce qui avait été fait dans Agrimonde. On a suivi à peu près une même démarche. On a construit des scénarios qui vous ont été proposés ce matin. Différence par rapport à Agrimonde, des scénarios volontairement contrastés de futurs possibles. Dans Agrimonde, il y avait un scénario, puis 2 scénarios. Là, il y en avait qui étaient volontairement un petit peu différents les uns des autres. Et donc, je crois que c'était une première différence. Et deuxième chose, c'est qu'on a voulu pouvoir effectivement coupler ces scénarios avec des simulations quantitatives qui restent simples, mais qui visent d'une certaine manière, je crois que Chantal Lemoel l'a bien dit ce matin, à tester les conséquences et la crédibilité de ces scénarios et de vérifier s'ils peuvent advenir ou s'ils sont à la limite soutenables. Et donc certains, clairement, sont apparus non soutenables, en tout cas non désirables.
Alors Agrimonde Terra, il apporte une vision plus large qu'Agrimonde au travers donc, de la diversité des scénarios qui ont été couverts et du travail de construction de ces scénarios qui a été présenté ce matin par Marie Delattre-Gasquet et par Olivier Morat. Et puis vous aviez bien vu qu'il y avait 2 scénarios un peu tendanciels avec des conséquences extrêmes et puis 3 scénarios de rupture qui proposaient des voies alternatives. Une prise en compte plus explicite de la question des usages des terres sous multiples dimensions, sans pour autant qu'on ait tenu compte de tous les aspects qui ont pu être évoqués dans les débats. Par exemple, cette question de l'accès à la terre et du droit non seulement à la terre, mais du droit à cultiver, puisque les 2 sujets sont importants. Cette question, elle n'a pas été complètement prise en compte, mais il y avait bien un mouvement dans Agrimonde Terra que d'aller dans cette direction-là. Et puis intégrer de dimensions nouvelles. Alors, les régimes alimentaires étaient déjà présents dans Agrimonde, mais je crois que là, on les a quand même un peu mieux détaillés. Alors certes, les parties produits aquacoles, poissons et autres, n'ont pas été trop détaillées, mais ces éléments-là ont quand même été un peu plus creusés que la dernière fois. La relation entre différents usages agricoles des terres, et puis la diversité des technologies agricoles possibles. J'y reviendrai dans un instant, tant du point de vue végétal que animal. Alors pour autant, je crois que la journée l'a bien montré, Agrimonde Terra ne couvre ni toutes les questions, certains aspects fonciers qu'on a évoqués aujourd'hui, l'emploi, les questions de genre, la ressource comme l'eau. Michel Griffon nous a parlé aussi de biodiversité. Donc on ne couvre pas ni toutes les questions, ni toutes les échelles d'analyse pertinentes quand on parle de sécurité alimentaire. Bon, les questions qui sont, je dirais, les plus micros, celles qui se passent au niveau des ménages, des petites régions, des paysages, elles n'étaient pas vraiment couvertes par cet exercice-là, mais ça n'en était pas l'objet. Par contre, je peux vous dire qu'hier, j'ai assisté qu'à une partie de la journée sur AgroFood, il y a des gens qui parlaient à ces échelles-là. Donc oui, le CIRAD et l'INRA sont présents sur ces sujets, mais ça n'était pas l'objet de la journée et de l'exercice Agrimonde Terra. Dernier point sur lequel je voulais insister en vous ayant entendu, c'est Agrimonde Terra ne couvre certes donc pas toutes les questions, toutes les échelles d'analyse, mais Agrimonde Terra remplit quand même quelques fonctions qui me paraissent essentielles. Appréhende les systèmes dans une certaine complexité. Pas la complexité la plus totale, mais quand même une certaine complexité. Je crois que ça a été bien dit tout à l'heure par Stéphane Parmentier. Fournit des ordres de grandeur à une échelle globale et avec quelques éléments de désagrégation. Et quand même, à certains moments, je crois qu'on a besoin de quelques ordres de grandeur à l'échelle de la planète ou à l'échelle de certaines grandes régions mondiales. Et puis permet de poser des questions sur les données, des questions à la recherche et des questions sur la recherche, des questions sur notre capacité à synthétiser nos connaissances, et puis des questions sur les politiques publiques, sur les trajectoires souhaitables et sur les leviers à mobiliser pour y parvenir. Et donc des questions, là, aujourd'hui, je crois que nous en avons eu effectivement quelques-unes, et je crois que c'était bien un des objectifs de la journée. Alors sur les résultats d'Agrimonde, de façon un peu synthétique, je crois quand même une des choses qui a été redite par certains, et qui a été bien présentée ce matin, c'est que l'optimisme relatif des conclusions d'Agrimonde, qui quand même disait, oui, on doit pouvoir le faire sans trop de grandes difficultés, doit quand même singulièrement être tempéré au vu de ce qui nous a été présenté ce matin. Alors après, on pourra se poser des questions sur les hypothèses, mais je crois quand même que, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a bien besoin d'un changement de paradigme et de s'attaquer au problème sérieusement, sinon on risque d'aller dans le mur. Et d'une certaine manière, ça appelle à des politiques publiques et à des prises de conscience qui soient particulièrement vigoureuses. Hier, on a entendu un collègue de l'Université de l'État du Michigan, Tom Reardon, qui nous a montré comment les régimes alimentaires étaient en train de converger dans différentes régions du monde, indépendamment des cultures historiques des différents pays du monde, ou différentes régions. J'ai vécu quelques années en Inde, par exemple, et ce qu'il a montré sur l'Inde ou sur l'Asie du Sud montrait quand même des évolutions qui étaient assez significatives. Et donc ça montre bien ces évolutions assez profondes, que s'il n'y a pas des politiques publiques assez fortes, et s'il n'y a pas des sociétés relativement déterminées, je crains que ce soit les scénarios tendanciels qui, d'une certaine manière, s'imposent. Alors on comprend, quand on regarde ce qui nous a été présenté ce matin, qu'il y a un scénario, ou peut-être 2, qui paraissent comme ceux qui ont le plus grand nombre de bonnes propriétés. C'était le scénario ETHI, puis le scénario Regionalization, pour reprendre la terminologie anglo-saxonne. Mais en même temps, on voit bien que ces scénarios, même s'ils peuvent paraître un peu plus désirables que les autres, voire avoir un certain nombre de bonnes propriétés, ils ne sont assurément pas assurés. En tout cas, c'est comme ça que je comprends ce qui nous a été présenté. Et que les conditions donc, pour y parvenir, les trajectoires à suivre, les conditions sont nombreuses et les trajectoires ne sont pas nécessairement garanties. Et donc, par exemple, la notion de diète saine et équilibrée n'est pas une notion tant partagée que cela, et je crois que ça nous a été évoqué tout à l'heure par M. Montero. Et donc, on voit bien qu'il y a là à la fois de la recherche à faire et sans doute là, des politiques publiques assez puissantes à développer. Et des politiques publiques sur l'alimentation, ça n'est pas si évident que cela à monter. La question des caractéristiques des produits agricoles qu'il faut pouvoir fournir, des types d'agriculture à développer, on l'a vu tout à l'heure, ça a été au cœur des débats de la journée.
Et puis, dans les autres questions, alors on y est revenu à certains égards, peut-être moins que ce à quoi on pouvait s'attendre, mais la question de l'élevage, dans cette prospective comme dans d'autres, il y a par exemple eu récemment une prospective qui a été faite sur la bioéconomie au niveau européen, une prospective qui a été faite par le Standing Committee for Agricultural Research. On voit bien que la question de l'élevage et des produits animaux est quand même une question qui est centrale dans tous ces sujets. Je ne dis pas là que l'élevage soit quelque chose à éviter, mais je dis juste qu'on voit bien qu'il y a un point d'attention particulier, y compris aussi parce que ça nous a été dit tout à l'heure de façon très claire, parce que dans certaines régions du monde, l'élevage, c'est un mode de vie, et c'est pas simplement l'occasion de produire des aliments pour les gens, c'est aussi un mode de vie qui est essentiel pour les sociétés. Et puis dans les éléments qui ont été présentés, et je crois que tout à l'heure Chantal Lemoel y est revenue, et je voulais de toute façon en dire un mot, il y a cette question des technologies agricoles qu'on a essayé, enfin que vous avez essayé, de mieux introduire dans cet exercice de prospective, en typant 3 grands types d'agriculture, en regardant tant du côté animal que du côté végétal, que vous avez typé conventionnel, agroécologique et intensification durable. Moi, je vous invite sur ce sujet-là. Je vois bien le risque d'assimilation et de simplification abusive qu'il peut y avoir derrière ces 3 adjectifs-là. Simplification abusive, parce que Chantal l'a évoqué tout à l'heure, en dessous, globalement, et pour les différents systèmes, végétaux comme animaux, et dans différentes régions du monde, il y a des hypothèses particulières qui ont été formulées. Alors, il y avait hier soir une nuit de l'agroécologie, et je ne voudrais pas que vous reteniez effectivement comme seule chose que tel ou tel tableau et telle ou telle ligne particulière. Je crois que ce que les gens de la prospective nous invitent à faire, c'est à se dire, il faut qu'on creuse un peu mieux quand même ce que veulent dire ces types de scénarios, ces types d'agriculture en termes de performance, dans les différentes dimensions de la performance, parce que ça risque quand même d'avoir un impact global, et non seulement un impact local, mais aussi un impact global. Et c'est ça qu'il faut pouvoir travailler. Et évidemment, il ne faut pas confondre les différents types d'intrants. C'est quand même pas tout à fait la même chose que de regarder la question des antibiotiques, qui en France baissent, des pesticides qui n'ont toujours pas baissé, et des fertilisants. Je crois qu'on n'est pas ni en France, ni dans les différentes régions du monde, toujours dans les mêmes circonstances, et qu'il faut pouvoir regarder ça avec un peu plus de finesse. Mais je pense que les éléments sont dans le rapport, ou dans les documents qui existent déjà ou qui vont exister. Il faudra donc ne pas avoir des slogans trop réducteurs et regarder plutôt la finesse des choses. Donc en conclusion sur l'étude, avant de parler un instant des suites, les résultats de l'étude en tant que tels me paraissent assez clairs, même s'il y a beaucoup d'hypothèses, beaucoup d'options qui peuvent et qui doivent être discutées. D'une certaine manière, c'était l'objectif de commencer à les mettre en discussion dans un périmètre plus large que le comité des scénarios ou que les groupes de travail avec lesquels vous avez pu travailler. On peut quand même retenir, donc, et je l'ai déjà évoqué, l'idée que combiner les objectifs, 1, de fournir à tous les habitants de la planète la quantité de calories qu'il leur est nécessaire, plus la qualité, 2, de converger vers des régimes alimentaires qui soient sains et équilibrés, et 3, de le faire sans accroître les dommages à l'environnement, voire en les réduisant, et en limitant l'emprise de l'activité agricole au détriment de la forêt. Il se trouve que je suis forestier d'origine, donc je suis un peu sensible à cette question-là, et je suis sensible à la question de la biodiversité qu'a évoqué tout à l'heure Michel Griffon. Mais donc combiner tous ces objectifs-là, c'est bien un défi majeur et difficile qui est à relever rapidement, mais dans les prochaines décennies, dans la durée. Et je crois que c'est quand même un enseignement. Ça peut n'être qu'un rappel. Ça a déjà été dit à de multiples reprises. Mais participant à un certain nombre de réunions internationales, je vois que ce rappel il peut être nécessaire de faire des piqûres de rappel assez fréquemment. Et je crois que cette prospective nous y aide. Les voies pour parvenir à relever ce défi me paraissent quand même finalement assez étroites et nécessitent une vraie prise en main des enjeux politiques et sociétaux, avec donc l'enjeu foncier qui a été mentionné à plusieurs reprises, les enjeux nutritionnels et puis les enjeux agricoles, bien sûr, environnementaux et climatiques. Et de ce point de vue-là, je rejoins quand même ce qu'a dit tout à l'heure Arthur Ridaker, c'est-à-dire que je pense que par rapport à Agrimonde Terra, on a fait un progrès, parce qu'il n'y avait pas de notion de climat, je crois, dans Agrimonde. Donc on l'a rajouté. Par contre, est-ce qu'on a complètement incorporé les besoins de biomasse qui sont associés à l'objectif de inférieur à plus de degrés, puisque ce n'est pas un objectif plus de degrés, c'est d'être inférieur à l'objectif. Je ne suis pas complètement certain, et donc on voit bien qu'il y a encore du travail dans ce domaine-là. Donc cet ensemble d'enjeux, ça nécessite clairement des formes de coordination, alors des coordinations locales, régionales, puis aussi des coordinations supranationales.
Il va y avoir cette année une certaine opportunité. Il y a la COP22 qui va se tenir au Maroc. Nous savons qu'à Marrakech, que nos collègues marocains sont attentifs à ce que la question agricole soit prise en compte, soit traitée. Et donc, je crois qu'il est important que les travaux qui ont été projetés, qui ont été présentés aujourd'hui, cette prospective, comme d'autres travaux qui existent par ailleurs, soit en France, soit dans le monde, puissent être d'une certaine manière portés à connaissance, utilisés, partagés dans cette perspective. Alors, bien que l'étendue du travail réalisé soit déjà considérable, certains d'entre vous l'ont pointé, d'autres ont trouvé que finalement, il n'y a pas grand-chose qui avait été fait, mais bon, certains ont quand même soutenu qu'il y avait eu un petit travail qui avait été réalisé, et je pense même que c'est un travail d'une certaine ampleur, d'une grande ampleur même. Alors, on peut toujours regretter qu'on n'ait pas pu prendre en compte un certain nombre d'enjeux qui font actuellement débat. Alors, certains ont été évoqués aujourd'hui, d'autres sont évoqués dans d'autres instances. Alors, je vais en citer quelques-uns. L'enjeu relatif aux pertes et gaspillages avait été d'une certaine manière presque plus mis en avant dans Agrimonde qu'il ne l'a été mis ici. Et je peux vous dire que, par exemple, quand vous participez aux réunions du G20 agricole, enfin celle en tout cas des Agricultural Chief Scientists, on parle beaucoup de cette question des pertes et gaspillages. Et donc, je crois que cette question est une question importante. Et le même Tom Reardon, il nous a dit hier que, certes, la FAO l'a estimé à 30 à 40%, que ce chiffre est de façon standard utilisé, mais que lui, quand il fait des enquêtes empiriques dans des pays particuliers, il peut arriver à des chiffres beaucoup, beaucoup plus faibles, en tout cas beaucoup plus variables. Et donc, on voit bien que cette question est quand même une question importante. La deuxième, qui n'a pas été évoquée aujourd'hui, mais qui est très présente, notamment dans des cercles européens, c'est celle de ce qu'on pourrait appeler la bioéconomie, c'est-à-dire la cascade des usages des coproduits issus de la transformation des produits agricoles. Il y a quand même toute une série de choses qui se font dans ce domaine. Ce n'était pas l'objet aujourd'hui de traiter cette question-là, mais c'est certainement une question importante si on veut penser l'agriculture et l'alimentation dans un cadre un peu plus large. Il y a d'autres facteurs qui ont été évoqués aujourd'hui, que j'ai déjà mentionnés, mais que je souhaite rementionner ici, tels que l'eau, on en a parlé un tout petit peu ce matin, la biodiversité, à peine, la qualité des sols. Alors là, il y avait les terres, la dégradation, mais certains d'entre vous ont dit ce matin qu'il était important de regarder cette question de la forme de dégradation et de la qualité même des sols. Et puis les facteurs humains et sociaux, qui sont effectivement des facteurs essentiels, qui peuvent être traduits dans les aspects les plus qualitatifs de la prospective, qui sont beaucoup plus difficiles et peut-être pas nécessaires à traduire dans les aspects les plus quantitatifs de l'exercice qui a été fait, mais qui sont effectivement des aspects qui sont essentiels, le travail, l'accès à la terre. Dernier enjeu que je voulais mentionner, que j'ai déjà évoqué en reparlant du climat tout à l'heure, c'est dans ce qui vous a été présenté ce matin, vous avez vu, vous aviez des drivers externes et des drivers un peu internes. J'ai vu que le climat était encore dans les drivers un peu externes. Et donc c'est à ce titre-là que je pense qu'on n'a pas encore complètement internalisé la question climatique. C'est aussi à ce titre-là que les régimes alimentaires, qui apparaissaient comme des drivers externes, me paraissent encore un petit peu extérieurs au système considéré. Et je pense qu'on a un enjeu finalement d'internalisation. Et puis on a un enjeu effectivement de prendre en compte l'ensemble des produits qui sont consommés, et donc notamment les produits de la mer et de l'aquaculture. Alors sur les suites de ce travail, à la lumière de ce que nous avions discuté avec Michel Eddy, puisque nous nous concertons, comme il l'a dit ce matin, très régulièrement, puis à la lumière de ce que vous avez dit, quelles sont les suites qu'on peut espérer donner à ce travail? Alors au-delà de quelques perspectives scientifiques là, que je viens d'évoquer rapidement, je voulais évoquer quelques autres points. Alors un premier message, très interne à la communauté scientifique, je m'excuse pour les porteurs d'enjeux, je m'excuse pour ceux qui seraient plutôt les parties prenantes, il faut que ce travail soit publié. Il y a la matière, parce que la publication est la condition de la diffusion et de la mise en débat dans les instances scientifiques, comme d'ailleurs dans les autres instances. Donc cette question de la publication peut paraître anecdotique pour certains, mais je vois que, par exemple, quand nos collègues de la Royal Society ont fait un travail particulier sur la sécurité alimentaire à la fin des années 2000 et qui l'ont publié dans je ne sais plus quelle revue, qui d'ailleurs dépend de l'Académie des sciences britanniques, de la Royal Society, c'est à partir de ce travail-là qu'ils ont pu ensuite engager toute une série de débats avec les politiques britanniques. Et donc il fallait pouvoir asseoir ce qu'ils disaient sur des bases qui soient scientifiques solides. Donc je crois que c'est important. Deuxième point qui me paraît important, et vous l'avez évoqué, je crois que c'était le propos, alors je ne vais pas me risquer à dire le nom du dernier intervenant tout à l'heure du NEPAD, parce que moi je ne vais pas y arriver, mais ce qu'il a dit, on voit bien que dans certaines régions du monde, il y aurait un intérêt à travailler ensemble sur ces sujets. Et je crois que le message qu'on voulait faire passer, CIRAD et INRA, c'est que avec les partenaires qui seraient intéressés et dans les régions qui seraient intéressées, notamment en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique du Nord, puisque ce sont deux des régions les plus potentiellement fragilisées et pour lesquelles les enjeux sont les plus grands, nous sommes effectivement disposés soit à poursuivre la conversation qui a été engagée en Tunisie,
soit à l'élargir à d'autres pays, soit à approfondir ce qui avait pu être commencé ici ou là. Donc clairement, l'appel du pied qui a pu être fait tout à l'heure par certains, je crois que voilà, nous sommes prêts à y réfléchir et nous sommes prêts à engager ces discussions-là, à la fois pour améliorer la méthode à certains moments, pour préciser des résultats régionaux, tenir compte de variations plus locales, puis aussi parce que je pense que c'est intéressant pour la recherche à moyen terme. Et puis on espère que ce sera effectivement intéressant, comme certains d'entre vous nous l'ont dit, pour les acteurs eux-mêmes, puisqu'ils nous y ont appelés. Vous avez d'ailleurs vu que dans les travaux qui ont été présentés, certaines régions du monde sont particulièrement sensibles aux différents scénarios. Alors évidemment l'Afrique subsaharienne que j'évoquais, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, sur lequel on avait fait une autre étude qui s'appelait Pluriagri, mais avec Pluriagri, qui montrait bien les difficultés particulières qu'il pouvait y avoir en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, mais aussi l'Inde qui est apparue. Alors c'était pas l'objet d'en discuter aujourd'hui, mais on voit clairement qu'il y a quand même quelques enjeux en Asie du Sud. Troisième type de sortie, donc premier type de sortie, il faut publier. Deuxième, on est prêt à poursuivre le dialogue avec des régions particulières, en prenant le temps de le faire. Troisième, c'est on a produit un outil quantitatif et des bases de données qui sont quand même pas tout à fait négligeables, Globagri. Alors, je ne vais pas me prendre pour le commissaire européen à la recherche, Carlos Moedas, mais il nous parle d'open science, open data, open innovation, open to the world. Et donc, clairement, le mandat que nous avons sur cet outil-là, comme sur n'importe quel autre, c'est qu'il soit ouvert et partagé. Il n'est pas question que cet outil ne puisse pas être partagé avec la communauté scientifique au sens large. C'est le mandat qui nous est donné par notre commissaire européen à la recherche, comme il ne serait d'ailleurs donné par ceux qui s'occupent de la recherche en France. Donc clairement, un outil de ce type-là, si on veut qu'il puisse servir dans la durée, que l'investissement qui a été fait pour nos collègues puisse être réutilisé, il faut qu'il soit ouvert. Dernier point sur les suites, avant de dire quelques mots de remerciement. Il faut garder en tête que ce type de travaux, je crois que ça a été pointé par certains d'entre vous, est également très dépendant de la qualité des données. Et sur ce point, il y a des efforts qui doivent être faits, alors qu'ils ne sont pas forcément dépendants des organismes de recherche. Alors là, des fois, c'est à nous de faire un petit effort, puis des fois, c'est à quelques autres. Mais on voit clairement que sur les questions, par exemple, des surfaces en pâture et fourrage, il doit y avoir quelques marges d'amélioration. En tout cas, c'est le message que j'ai entendu du groupe de travail, et je n'ai pas entendu de choses contravariantes dans les propos. On voit aussi, par exemple, que sur les questions d'efficience animale et des évolutions potentielles de ces efficiences animales sous différents scénarios techniques, il y a sans doute aussi des marges de progrès. Et on voit bien, par exemple, de ce que nous a dit tout à l'heure Chantal, que même sur la question des cultures, selon les types d'agriculture qui sont utilisés, il y a sans doute là encore des marges de progrès sur nos connaissances et nos données. Donc là, c'est d'ailleurs peut-être pour la recherche qu'il faudrait travailler un petit peu. Et donc, oui, clairement, on peut faire des progrès en matière de données. Donc les suites qu'on peut donner à un travail de ce type sont effectivement de nature assez différentes, publication, ouverture des outils, partage avec celles et ceux des parties prenantes qui le souhaiteraient, et poursuite donc d'un dialogue avec les acteurs directement concernés, et puis amélioration des données. Alors en termes de remerciements, je voudrais pour les introduire dire que de la même manière que les agriculteurs ne sont pas les seuls responsables de la sécurité alimentaire. Je crois que ça nous a été dit clairement tout à l'heure par Jean-Luc François, les chercheurs ne sont pas les seuls en charge du sujet, même quand ils se chargent de conduire une prospective de ce type. Donc notre responsabilité, elle est un peu différente. Elle est bien en revanche de partager nos résultats et de les mettre en débat. Et je crois que je voulais réinsister sur ce point-là. L'objectif de cette journée, même si le travail n'est pas complètement achevé, puisqu'il y a encore des choses qu'il faut effectivement produire, publier, etc., l'objectif de cette journée, c'était bien de présenter les résultats, les premiers résultats, de les mettre en débat, d'entendre vos réactions dans leur diversité, au-delà des contributions déjà importantes, essentielles, des membres des différents comités. Et je crois que c'est important dans la finalisation de cet exercice que d'avoir ce temps élargi. Alors je voudrais dans un tout premier temps remercier justement tous les intervenants à la journée qui, je crois, ont enrichi ce travail par différents regards. Certaines questions qui nous ont été posées, je le dis sous le contrôle de celles et ceux qui ont participé à l'exercice, étaient attendues, d'autres peut-être les témoins, et donc je crois que c'était utile d'avoir cet échange. Je voudrais aussi remercier tous les experts internationaux
et puis les collègues du CIRAD et de l'INRA qui sont intervenus dans les différents comités, notamment dans le comité des scénarios, le Scenario Advisory Committee, qui, je crois, a joué un rôle essentiel. Alors certains d'entre vous sont intervenus aujourd'hui, d'autres n'étaient peut-être pas présents ou ne sont pas intervenus, mais donc je crois que tous ceux qui ont participé à ce comité des scénarios, ceux aussi qui ont participé aux ateliers thématiques qui sont déroulés tout à l'amont de la construction des scénarios, sont effectivement ont apporté une contribution essentielle. Donc moi, je tiens au nom de Michel Eddy, de mes collègues du CIRAD et puis de moi-même, voilà, à les remercier très très sincèrement, parce que d'une certaine manière, la qualité du travail et l'ampleur du travail a dépendu de leur contribution. Alors je voudrais aussi remercier les collègues et les institutions internationales qui, à un moment ou à un autre, ont contribué à l'élaboration de l'outil quantitatif Globagri, notamment dans la phase de collecte de construction, la phase de collecte de données et puis de construction de l'outil. Alors, à l'FAO, au World Resource Institute, à Princeton University, à l'IASA, au CSIRO. Il doit y en avoir d'autres que j'oublie, mais je crois que c'est important de se dire qu'on ne peut pas constituer des bases de données comme ça sans avoir un réseau avec lequel on travaille. Alors évidemment, un immense merci à l'équipe projet, alors qu'il soit de l'INRA ou du CIRAD. Alors je sais que l'exercice n'a pas toujours été commode, ça a été évoqué ce matin par Michel, mais je crois quand même que le fait qu'il y ait eu aujourd'hui voilà, un public diversifié, de qualité et nombreux montre que l'exercice est attendu. Et donc c'est d'une certaine façon ça la récompense de l'effort qui a été consacré. Donc je crois que voilà, grand merci pour la qualité du travail qui a été présenté en votre nom par quelques-uns d'entre vous. Grand merci pour le temps et l'énergie que vous y avez consacré. Et puis je pense que c'est un travail de ce type est sincèrement utile. Alors je tiens tout particulièrement à remercier le CIRAD pour avoir mis Marie Delattre-Gasquet à disposition de cet exercice. Et puis le CIRAD aussi, au-delà de Marie Delattre, nous avoir facilité l'accès à un certain nombre de partenaires internationaux. Remercier particulièrement le département de sciences sociales de l'INRA. Alors, il a un nom à rallonge, donc on va dire sciences sociales. Hein, voilà. Et puis la délégation à l'expertise, à la prospective et aux études qui ont fait en sorte que dans les derniers mois, parce que ça devenait un petit peu tendu, on s'était fixé cette date comme objectif et donc il a fallu travailler beaucoup. Et donc je sais que Chantal Lemoel et Olivier Morat ont consacré quasi exclusivement leur temps de travail de ces derniers mois à cet exercice. Et je crois que voilà, tant pour Marie Delattre, Chantal Lemoel et Olivier Morat, voilà, un immense remerciement de part de Michel Eddy et de moi-même. Puis je voulais souligner 4 autres personnes qui ont joué un rôle essentiel dans cette aventure. J'ai mis guillemets aventure dans mes notes, qui n'auraient pas pu aboutir sans leur implication à la fois scientifique et personnelle. Alors Bertrand Schmitt, qui est le délégué à l'expertise, à la prospective et aux études, Étienne Ninzelin, qui est conseiller auprès de Michel Eddy, Pierre Fabre, qui est plus au CIRAD, ou je ne sais plus s'il est, enfin il est à l'Europe là aujourd'hui. Voilà, il l'était. Et puis Hervé Guillaumard, qui est directeur scientifique agriculture. Je crois qu'ils ont contribué effectivement à faire le relais avec les directions générales, à faire en sorte que ce processus converge. Donc un immense remerciement. Et puis je voudrais ne pas terminer sans remercier celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée dans les aspects les plus pratiques. Alors notamment des collègues de la délégation à l'expertise, à la prospective, aux études, qui auprès de Bertrand Schmitt font marcher le système. Donc Kim Girard, Marion Barbier et Marc-Antoine Caillot. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut quand même que, effectivement, on ait à la fois une salle, de quoi se restaurer, et puis une logistique et un dispositif qui fonctionne bien, puis qui est même d'ailleurs retweeté ou repartagé en même temps. Donc merci à toutes celles et à tous ceux qui ont fait que cette journée ait pu avoir lieu. Je crois qu'on a entendu, et je le transmettrai à Michel, mais Étienne Ninzelin est présent, Patrick Caron, qui préside le Haut Conseil, non, alors, HLPE, c'est quoi? Le panel d'experts de haut niveau auprès du comité pour la sécurité alimentaire des Nations Unies. C'est bien ça, enfin, c'est à peu près ça la description. Donc, merci aussi, voilà, Patrick Caron et Étienne Ninzelin transmettront clairement ce message à Michel Eddy. Je pense aussi d'ailleurs que d'une manière ou d'une autre, Patrick étant présent au premier rang, ce serait bien qu'un travail de ce genre-là puisse être partagé dans un certain nombre d'instances, dont celle que tu présides actuellement, mais sans doute quelques autres. Donc merci à toutes et à tous pour votre présence. Et puis je crois que voilà, on a entendu un certain nombre de messages. On a un certain nombre de suites à donner et puis on va s'y engager résolument. Bonne fin d'après-midi.